Imaginez la scène. Le roi de France vient de mourir. Son corps repose dans la chambre royale. Mais ce qui va se passer dans les heures qui suivent va vous glacer le sang, parce que le corps du roi ne va pas être enterré. Pas comme ça, pas en entier. Des chirurgiens s'approchent, ils ouvrent la poitrine, ils retirent le cœur, puis les intestins, puis tous les organes, un par un, et ensuite ils séparent tout. Le cœur part dans une église, les entrailles dans une autre, le corps dans une troisième. 3 tombeaux, pour un seul homme. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. Pendant des siècles, tous les rois de France ont subi ce traitement. Louis XIII, Louis XIV, Henri IV, tous. Mais pourquoi cette pratique aussi macabre qu'incroyable existe-t-elle vraiment dans l'histoire de France? Et ce qu'elle révèle sur le pouvoir, la mort et la peur des rois va vous bouleverser. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez découvrir les secrets oubliés de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant. Parce que chaque semaine, je vous révèle des vérités que les livres d'école n'ont jamais osé raconter. Maintenant, entrons dans l'histoire. 1er septembre 1715. Château de Versailles. 3 heures du matin. Dans la chambre royale, une odeur insoutenable commence à se répandre. Louis XIV, le roi Soleil, l'homme qui a régné sur la France pendant 72 ans, vient de s'éteindre. Autour de son lit, les courtisans reculent en silence. Certains pleurent, d'autres prient, mais tous savent qu'ils doivent partir. Parce que ce qui va suivre n'est pas pour leurs yeux. Les médecins s'avancent. Le chirurgien Georges Maréchal prend la tête de l'opération. Il connaît son rôle. Il l'a déjà accompli pour d'autres membres de la famille royale. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est le plus grand roi de France qui repose devant lui, l'homme qui se faisait appeler le roi Soleil, l'homme qui a bâti Versailles, l'homme qui incarnait le pouvoir absolu. Et dans quelques minutes, Maréchal va ouvrir son corps. Les portes se referment, les rideaux sont tirés. Sur une table, des instruments chirurgicaux attendent, des scalpels, des pinces, des récipients en argent, des aromates, des épices, de l'esprit de vin. Tout est prêt pour une opération que la plupart des Français ne connaîtront jamais. Une opération qui va durer des heures. Une opération qui va transformer le corps du roi en 3 parties distinctes. Parce que Louis XIV ne va pas être enterré comme un homme ordinaire. Son corps va être divisé. Son cœur va partir dans une direction, ses intestins dans une autre, et ce qui reste de lui dans une troisième. 3 tombeaux, pour un seul homme. Vous pensez que c'est une exception, que c'est parce que Louis XIV était spécial. Vous vous trompez. Cette pratique a duré pendant des siècles. Depuis le XIIIe siècle, tous les rois de France ont subi le même traitement. Louis XIII avant lui, Henri IV, François Ier, Charles IX, tous ont été ouverts, tous ont été vidés de leurs organes, tous ont été dispersés dans des sépultures multiples à travers le royaume. Mais pourquoi cette tradition aussi macabre qu'incroyable existe dans l'histoire de la monarchie française reste un mystère pour beaucoup, et ce qu'elle révèle va bien au-delà d'une simple coutume funéraire. Revenons dans cette chambre à Versailles. Maréchal fait une première incision dans l'abdomen du roi. La peau cède sous la lame. L'odeur devient insupportable. Le corps de Louis XIV est dans un état de décomposition avancée. La gangrène qui l'a tué a déjà commencé son œuvre. Maréchal note plus tard dans son rapport officiel que le corps nécessite des quantités exceptionnelles d'aromates et d'esprit de vin pour être préservé. Il ouvre la cavité abdominale, il retire les intestins, puis l'estomac, le foie, la rate. Chaque organe est placé dans un récipient séparé, puis il remonte vers la poitrine, il ouvre le thorax, et là, il retire le cœur du roi Soleil, l'organe qui a battu pendant 77 ans, l'organe qui symbolise le courage, la volonté, la noblesse. Dans la pensée de l'époque, le cœur n'est pas qu'un muscle.
c'est le siège de l'âme. C'est ce qui fait d'un homme ce qu'il est. Et pour un roi, c'est encore plus que cela. C'est le symbole de sa grandeur. Maréchal place le cœur dans une urne en argent, les entrailles dans une autre urne, moins prestigieuse. Le corps sera embaumé séparément, avec des techniques sophistiquées. Des aromates sont introduits dans les cavités. Le corps est enveloppé dans des linges imprégnés de substances conservatrices. Tout est fait pour que Louis XIV puisse être exposé pendant plusieurs jours avant ses funérailles. Mais voici la question que personne ne pose à voix haute. Comment la monarchie la plus puissante d'Europe justifie cette profanation du corps royal? Comment un roi considéré comme sacré, comme l'incarnation divine du pouvoir sur terre, peut subir un traitement que n'importe quel porte paysan trouverait horrifiant? Le paradoxe est saisissant. D'un côté, Louis XIV a passé sa vie à construire l'image d'un roi intouchable. Il a bâti Versailles pour montrer sa grandeur. Il s'est fait appeler le roi Soleil. Il a imposé un protocole de cour si strict que même les princes du sang devaient suivre des règles précises pour s'approcher de lui. Chaque geste, chaque mouvement, chaque apparition publique était calculé pour renforcer l'idée qu'il n'était pas un homme ordinaire. Et pourtant, dans la mort, son corps est ouvert, vidé, découpé. Cette contradiction révèle quelque chose de profond sur la nature du pouvoir royal en France. Mais, avant d'y venir, il faut comprendre ce qui se passe ensuite. Le cœur de Louis XIV est transporté vers l'église Saint-Louis des Jésuites à Paris. C'est le roi lui-même qui a choisi ce lieu avant sa mort. Les Jésuites étaient ses confesseurs, ses conseillers spirituels. En leur confiant son cœur, il leur accorde un honneur immense. L'urne est placée dans une châsse somptueuse. Elle devient presque une relique. Les fidèles viennent à la voir. Certains prient devant elle. Les entrailles, elles, prennent une direction moins glorieuse. Elles sont enterrées à Notre-Dame de Paris, mais sans grande cérémonie, parce que les entrailles représentent ce qu'il y a de plus bas dans le corps humain. La digestion, les déchets, la corruption. Même pour un roi, elles ne méritent pas les honneurs réservés au cœur. Et le corps, lui-même, part vers Saint-Denis, la nécropole royale, là où tous les rois de France sont enterrés depuis des siècles, là où reposent ses ancêtres, là où il rejoindra la longue lignée des Capétiens. 3 lieux, 3 sépultures, un seul homme. Mais Louis XIV n'est pas le seul. Cette tradition remonte loin, très loin, au XIIIe siècle, à l'époque des croisades, à l'époque où des rois et des seigneurs mouraient loin de chez eux, en Terre Sainte, et où il fallait trouver un moyen de ramener leur corps en France. Le transport d'un cadavre intact sur des milliers de kilomètres était impossible. La chaleur, la décomposition, le temps du voyage. Alors, on a trouvé une solution. On faisait bouillir le corps pour séparer les chairs des os. Les os étaient les plus faciles à transporter, et le cœur, lui, pouvait être conservé à part. Ce qui était d'abord une nécessité pratique est devenu progressivement un rituel, une tradition, une marque de prestige, parce que séparer son cœur du reste de son corps, c'était affirmer quelque chose. C'était dire que même dans la mort, le roi restait différent, qu'il n'était pas soumis aux mêmes règles que les autres mortels. Mais il y a plus. En dispersant son corps, le roi multiplie les lieux de mémoire. Chaque sépulture devient un centre de pèlerinage, un lieu où la dynastie peut affirmer sa présence, un lieu où les fidèles peuvent venir se recueillir. C'est une stratégie politique autant que spirituelle. Louis XIII, le père de Louis XIV, a fait la même chose. Quand il est mort en 1643, son cœur a été envoyé à l'église des Jésuites de la rue Saint-Antoine, son corps à Saint-Denis, et les médecins qui ont ouvert son cadavre ont découvert quelque chose de troublant. Louis XIII était malade depuis longtemps, très malade. Son corps portait les traces de multiples affections. L'autopsie révélait un homme usé prématurément par le poids du pouvoir.
Le rapport médical, conservé aux archives nationales, décrit en détail l'état de ses organes. Et ce qu'il montre, c'est que derrière le roi absolu se cachait un homme fragile, épuisé, dont le corps témoignait des fardeaux invisibles de la couronne. Henri IV, assassiné en 1610 par Ravaillac, a subi le même traitement. Mais dans son cas, l'embaumement était encore plus important, parce qu'il fallait que le corps du roi paraisse intact pour les funérailles. Un roi assassiné devait montrer au peuple que même dans la mort, il restait digne. Son cœur a été envoyé au collège jésuite de la Flèche, une institution qu'il avait fondée. Et là aussi, le cœur est devenu une relique, un objet de dévotion. Vous commencez à voir le schéma. La séparation du corps royal n'est pas qu'une question d'hygiène ou de conservation. C'est un acte hautement symbolique. C'est une manière de contrôler la mort elle-même, de la fragmenter, de la diluer dans l'espace et le temps. Mais il y a une dimension que personne n'anticipe à l'époque. Une dimension qui va se révéler de manière terrible pendant la Révolution française, parce que toutes ces sépultures dispersées, tous ces cœurs conservés dans des églises, tous ces corps séparés en 3 parties, vont devenir une cible facile pour les révolutionnaires. Pour comprendre pourquoi les rois de France ont adopté cette pratique, il faut remonter au XIIIe siècle, à une époque où la France est en pleine expansion, où les croisades mobilisent des milliers d'hommes, où les nobles partent combattre en Terre Sainte et ne reviennent pas toujours vivants. 1270, Louis IX, celui qu'on appellera plus tard Saint Louis, meurt à Tunis lors de la 8e croisade. Il a passé des années à combattre pour la chrétienté, et maintenant, son corps repose sous le soleil brûlant d'Afrique du Nord. Mais ses conseillers font face à un problème majeur. Comment ramener le roi en France pour qu'il soit enterré dignement à Saint-Denis avec ses ancêtres? Le voyage va prendre des semaines, peut-être des mois. La chaleur est écrasante, la décomposition commence dès les premières heures. Transporter un cadavre intact est tout simplement impossible. Alors, ils prennent une décision radicale. Ils font bouillir le corps du roi dans du vin et de l'eau. Cette technique, aussi horrible qu'elle paraisse, permet de séparer les chairs des os. Les chairs sont enterrées sur place. Les os, eux, peuvent être transportés. Ils sont plus légers, plus faciles à préserver. Et symboliquement, ils représentent la structure, la permanence. Ce qui reste quand tout le reste disparaît. Mais le cœur, lui, est traité différemment, parce que le cœur n'est pas qu'un organe. Dans la pensée médiévale, dans la théologie de l'époque, le cœur est le siège de l'âme. C'est là que réside le courage, la volonté, la noblesse de caractère. Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien du XIIIe siècle, enseigne que le cœur est l'organe le plus noble du corps humain. C'est de là que vient la vie. C'est là que bat l'essence même de l'être. Pour un roi, c'est encore plus important. Le cœur du roi symbolise son courage au combat, sa détermination à gouverner, sa capacité à prendre des décisions impossibles. C'est pour cela qu'on le conserve à part. C'est pour cela qu'on lui donne une sépulture spéciale. Le cœur de Louis IX est ramené en France. Il est placé dans une châsse précieuse et il devient presque immédiatement un objet de vénération. Les fidèles viennent le voir, ils prient devant lui, parce que Louis IX va être canonisé, déclaré saint par l'Église, et son cœur devient une relique au sens propre du terme. Vous voyez comment ça commence. Une nécessité pratique se transforme en rituel sacré. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette pratique ne s'arrête pas avec Louis IX. Elle se généralise. Elle devient la norme pour tous les rois de France. Même ceux qui meurent tranquillement dans leur lit, dans leur château, en France, même eux vont voir leur corps divisé en 3 parties. Parce que, entre-temps, la signification de ce rituel a changé. Ce n'est plus seulement une question de transport, c'est devenu une affirmation de pouvoir. En dispersant son corps,
le roi étend symboliquement sa présence à travers tout le royaume, son cœur dans une église, ses entrailles dans une autre, son corps à Saint-Denis. Chaque lieu devient un centre de pouvoir, un point d'ancrage pour la légitimité dynastique. Imaginez l'impact. Un noble qui visite l'église où repose le cœur du roi se rappelle constamment qui gouverne. Un fidèle qui prie devant cette châsse précieuse ressent la présence du pouvoir royal. La monarchie transforme la mort elle-même en outil de domination politique. Mais il y a aussi une dimension profondément religieuse. Offrir son cœur à une église, c'est faire un don suprême. C'est un geste de piété. C'est dire « je confie ce que j'ai de plus précieux à Dieu ». Pour un roi, c'est aussi une manière d'acheter des prières. Les moines, les prêtres vont prier pour le salut de son âme. Et plus il y a de lieux où son corps repose, plus il y a de prières qui montent vers le ciel. La théologie médiévale développe même une théorie pour justifier cette pratique. On l'appelle la théorie des deux corps du roi. L'idée est simple mais puissante. Le roi possède deux corps. Le premier est son corps naturel, mortel, faillible, soumis à la maladie et à la mort, comme n'importe quel être humain. Le second est son corps politique, immortel, sacré, perpétuel. C'est le corps de la fonction royale elle-même. C'est ce qui fait que quand un roi meurt, on dit immédiatement « le roi est mort, vive le roi ». La séparation physique du corps royal incarne cette dualité philosophique. Les entrailles représentent ce qu'il y a de plus bas, de plus humain. La digestion, les déchets, la corruption, c'est le corps naturel. Le cœur, lui, représente la noblesse, le courage, la grandeur. C'est le corps politique. Et les os, la structure, représentent la continuité, la permanence de la dynastie. Maintenant, regardons comment cette théorie se manifeste dans des cas concrets. Parce que chaque roi va utiliser cette tradition différemment. Chacun va choisir où envoyer son cœur. Et ces choix révèlent beaucoup sur leur personnalité, leurs croyances, leurs priorités politiques. François Ier meurt en 1547. C'est le roi de la Renaissance française, l'homme qui a fait venir Léonard de Vinci en France, l'homme qui a transformé la culture française. Son cœur est envoyé à la basilique Saint-Denis, mais pas seulement. Il demande aussi que des fragments de son corps soient dispersés dans plusieurs églises qu'il a patronnées. C'est une manière d'affirmer son mécénat, même dans la mort. Charles IX meurt en 1574, quelques années après le massacre de la Saint-Barthélemy. Son règne a été marqué par les guerres de religion, par la violence, par les déchirements entre catholiques et protestants. Son cœur est placé dans une église catholique, évidemment. C'est un message politique clair. Même dans la mort, il affirme son soutien à la foi catholique contre les hérétiques. Henri III, son successeur, meurt assassiné en 1589. Poignardé par un moine fanatique, Jacques Clément. Son corps est éviscéré rapidement. Son cœur est envoyé dans une église. Mais les circonstances de sa mort sont si violentes, si traumatisantes pour le royaume, que son embaumement est fait dans l'urgence. Les médecins n'ont pas le temps de faire le travail avec le soin habituel. Et puis il y a Henri IV, le roi qui a mis fin aux guerres de religion, l'homme qui a dit « Paris vaut bien une messe ». Il se convertit au catholicisme pour pouvoir régner, même s'il était protestant de naissance. Quand il est assassiné par Ravaillac en 1610, la France entière est sous le choc. Un roi aimé du peuple, un roi qui a ramené la paix, vient d'être tué en pleine rue. L'embaumement d'Henri IV devient un enjeu national. Son corps doit paraître intact, digne, noble. Parce qu'il faut montrer au peuple que même assassiné, le roi garde sa majesté. Les médecins font un travail exceptionnel. Ils utilisent les meilleures techniques de l'époque, des aromates précieux, des huiles, des substances conservatrices sophistiquées.
Son cœur est envoyé au collège de la Flèche, en Anjou. C'est une institution jésuite qu'Henri IV a fondée. En leur confiant son cœur, il récompense leur fidélité, et ce cœur devient immédiatement un lieu de pèlerinage. Les gens viennent de loin pour le voir, pour prier devant lui, parce qu'Henri IV est considéré comme un bon roi, un roi juste, un roi qui a su réconcilier les Français. Mais voilà quelque chose que peu de gens savent. L'autopsie d'Henri IV révèle des choses troublantes. Son corps porte les traces de multiples blessures anciennes, des cicatrices de bataille, des marques de coups. Henri IV a été un guerrier avant d'être un roi, et son corps en témoigne. Les médecins notent aussi qu'il était en bonne santé au moment de sa mort. Robuste, vigoureux, l'assassinat l'a frappé en pleine force de l'âge. Ce n'est pas la maladie qui l'a tué, c'est la lame d'un fanatique. Cette autopsie royale n'est pas qu'un acte médical, c'est un acte politique, parce que le rapport des médecins va servir de preuve. Preuve qu'Henri IV a bien été assassiné, preuve qu'il n'est pas mort de cause naturelle, preuve que Ravaillac doit être jugé et exécuté pour régicide. Vous commencez à voir un autre aspect de cette pratique. Les autopsies royales servent aussi à contrôler la narration, à établir la vérité officielle sur la mort du roi. Est-ce qu'il a été empoisonné ou est-ce qu'il est mort naturellement? Est-ce qu'il était malade depuis longtemps ou est-ce que sa mort était inattendue? Ces questions ont des implications politiques énormes, parce que la succession au trône dépend parfois de ces réponses. Si un roi meurt subitement, des rumeurs d'empoisonnement peuvent éclater, des accusations peuvent blesser ou peuvent voler, des factions peuvent s'affronter. L'autopsie devient un moyen de clarifier les choses, de donner une version officielle que personne ne peut contester. Mais ces autopsies révèlent aussi des vérités que la cour préférait parfois cacher. Louis XIII, par exemple. Quand il meurt en 1643, son corps est dans un état terrible. Les médecins découvrent qu'il souffrait de multiples maladies. Tuberculose, problèmes intestinaux chroniques, affection cardiaque, son corps était usé, épuisé. Le rapport médical décrit un homme qui a souffert en silence pendant des années. Un homme dont la santé s'est détériorée lentement, mais sûrement. Et cette révélation change notre compréhension de son règne. Louis XIII, qu'on présente souvent comme un roi fort, était en réalité un homme malade qui gouvernait malgré la douleur. Son cœur est envoyé à l'église des Jésuites de la rue Saint-Antoine à Paris. Il y reste pendant plus d'un siècle. Les fidèles viennent le voir, mais peu d'entre eux savent ce que ce cœur a enduré, les maladies, les souffrances, les faiblesses. C'est là que réside le paradoxe central de toute cette tradition. En ouvrant le corps du roi, en examinant ses organes, les médecins découvrent la vérité la plus fondamentale qui soit. Le roi est humain. Son corps vieillit, il tombe malade, il souffre, il meurt. Mais cette vérité ne doit jamais être révélée au peuple, parce que le roi est censé être au-dessus de l'humanité ordinaire. Il est l'élu de Dieu. Il gouverne par droit divin. Comment peut-on gouverner par droit divin si son corps pourrit comme celui de n'importe quel paysan? Alors les rapports médicaux deviennent des documents secrets, des archives classifiées. Certains sont censurés, certains sont modifiés, tout pour protéger l'image du roi, pour maintenir l'illusion de la grandeur royale. Mais dans la mort, l'illusion devient impossible à maintenir. Le corps du roi, une fois ouvert, révèle sa véritable nature, mortelle, fragile, humaine. Revenons à Versailles, 1er septembre 1715. Le corps de Louis XIV repose maintenant sur une table d'embaumement. Le chirurgien maréchal a terminé son travail. Le cœur est dans son urne, les entrailles dans la leur. Le corps est prêt pour ses funérailles. Mais regardons de plus près ce que cette autopsie a révélé, parce que ce que les médecins ont découvert dans le corps du roi Soleil va à l'encontre de tout ce que Louis XIV
a passé sa vie à construire. Pendant 72 ans, Louis XIV a cultivé l'image d'un roi immortel, presque divin. Il s'est fait appeler le roi Soleil parce que tout devait tourner autour de lui, comme les planètes autour du Soleil. Il a bâti Versailles pour montrer sa grandeur. Il a imposé un protocole de cour si strict que même regarder le roi directement était considéré comme un privilège. Chaque matin, le lever du roi était une cérémonie. Des dizaines de courtisans assistaient à son réveil. Lui tendre sa chemise était un honneur réservé aux plus hauts nobles. Chaque geste était calculé, chaque apparition était mise en scène. Tout pour renforcer l'idée que Louis XIV n'était pas un homme ordinaire. Et pourtant, quand Maréchal ouvre son corps, il découvre la gangrène, une infection qui a rongé la jambe du roi pendant ses derniers jours. Il découvre des organes en décomposition avancée. Il découvre un corps qui sent si mauvais que même avec tous les aromates du monde, l'odeur reste insupportable. Le duc de Saint-Simon, le grand mémorialiste de l'époque, note dans ses écrits « L'embaumement a été difficile et dégoûtant. Le corps, malgré tous les parfums du monde, sentait à 20 pas. » Cette phrase est brutale. Elle démonte en quelques mots toute la façade de grandeur que Louis XIV a construite, parce qu'elle révèle une vérité simple. Le roi Soleil n'était qu'un homme qui vieillissait, un homme qui tombait malade, un homme dont le corps pourrissait exactement comme celui de n'importe qui d'autre. Mais voici ce qui est fascinant. Cette révélation ne doit jamais atteindre le peuple. Les détails de l'autopsie restent secrets. Le rapport médical est classé. Seuls quelques initiés connaissent la vérité, parce que l'image du roi doit rester intacte, même dans la mort. Et c'est là qu'intervient la triple sépulture, en dispersant le corps de Louis XIV. En séparant son cœur de ses entrailles, la monarchie transforme la mort du roi en spectacle de grandeur. Les funérailles vont durer plusieurs semaines. Chaque partie du corps va avoir sa propre procession, sa propre cérémonie, ses propres hommages. Le cœur part vers l'église Saint-Louis des Jésuites. Là, il est placé dans une châsse magnifique, décorée d'or, ornée de pierres précieuses. Les fidèles viennent la voir. Ils prient devant elle. Pour eux, ce cœur n'est pas celui d'un homme mort de gangrène. C'est le cœur du plus grand roi que la France ait jamais connu. Les entrailles, elles, sont traitées différemment. Elles vont initialement à Notre-Dame de Paris, mais sans grande pompe, parce que les entrailles représentent ce qu'il y a de plus bas. La digestion, les déchets, la corruption physique. Même pour Louis XIV, elles ne méritent pas les honneurs du cœur, et le corps lui-même part pour Saint-Denis, la nécropole royale, là où reposent tous les rois de France depuis des siècles. La procession est immense. Des milliers de personnes bordent les rues. Des soldats, des nobles, des religieux, tous venus rendre un dernier hommage au roi Soleil. Mais pendant tout ce spectacle, personne ne parle de la gangrène, personne ne mentionne l'odeur, personne ne révèle que le corps du roi était dans un état de décomposition avancé. Parce que la monarchie contrôle la narration, elle transforme la mort biologique en triomphe politique. Cette capacité à contrôler l'image, même après la mort, révèle quelque chose de fondamental sur le fonctionnement du pouvoir absolu. Le roi ne peut jamais montrer de faiblesse, jamais, même quand il est mort. Parce que le roi n'est pas qu'un individu, il est une institution, il est le symbole de la continuité de l'État. C'est pour cela que la formule existe. Le roi est mort, vive le roi. Au moment même où Louis XIV expire, son arrière-petit-fils devient Louis XV. Il n'y a pas de vide, pas d'interruption. Le corps politique du roi continue même quand le corps naturel s'éteint. Mais cette continuité a un prix. Et ce prix, c'est le démembrement du corps royal. Parce qu'en séparant le corps en 3 parties, la monarchie affirme quelque chose de profond. Elle dit « Le roi transcende son humanité. Son corps peut être divisé, mais son essence reste intacte. » Regardons maintenant une autre dimension de cette pratique.
une dimension que peu de gens connaissent. Les autopsies royales ne servent pas seulement à embaumer le corps, elles servent aussi à étudier la santé de la lignée dynastique, parce que la monarchie française fonctionne sur le principe de l'hérédité. Le trône passe de père en fils, de génération en génération. Mais que se passe-t-il si le roi est stérile? Que se passe-t-il s'il a des problèmes de santé qui peuvent se transmettre? Que se passe-t-il si la lignée est fragile? Les médecins qui ouvrent le corps du roi cherchent des réponses à ces questions. Ils examinent les organes reproducteurs. Ils cherchent des signes de maladies héréditaires. Ils documentent tout, parce que ces informations ont une valeur politique immense. Si un roi meurt sans héritier, la succession devient un problème. Des guerres peuvent éclater. Des prétendants peuvent se lever. Toute l'Europe peut être plongée dans le chaos. Alors, les médecins cherchent des explications. Est-ce que le roi était malade depuis longtemps? Est-ce que son corps montrait des signes de stérilité? Est-ce que la mort était prévisible ou soudaine? Ces rapports médicaux deviennent des documents d'État. Ils sont conservés aux archives. Certains sont consultés des décennies plus tard, quand des questions dynastiques se posent. Parce que la santé du roi, c'est la santé du royaume. Mais il y a aussi une dimension plus sombre. Parfois, les autopsies révèlent des choses que personne ne veut voir. Des maladies vénériennes, des signes de dégénérescence, des preuves que le roi menait une vie dissolue. Ces révélations doivent être gérées avec soin, parce qu'elles peuvent détruire la réputation du roi. Elles peuvent affaiblir la légitimité de ses héritiers. Alors les rapports sont censurés, modifiés, adoucis. Prenons un exemple concret. Louis XV, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, meurt en 1774. Il a contracté la variole. Sa mort est rapide et horrible. Quand les médecins ouvrent son corps, ils découvrent l'étendue des ravages causés par la maladie. Mais ils découvrent aussi autre chose, des signes de maladie vénérienne, des traces d'une vie de débauche. Louis XV avait de nombreuses maîtresses, c'était connu de tous. Mais les détails médicaux de ces excès ne doivent pas être rendus publics. Alors le rapport d'autopsie est édulcoré, on mentionne la variole, on omet le reste. Cette censure révèle la tension permanente entre la réalité du corps royal et l'image publique du roi. Le roi doit paraître noble, vertueux, au-dessus des faiblesses humaines. Mais son corps raconte une histoire différente. Et c'est là que la triple sépulture prend tout son sens. En séparant le corps du roi, en dispersant ses organes, la monarchie fragmente aussi la vérité sur sa mort. Le cœur, exposé dans une église, devient un symbole de courage et de noblesse. Les entrailles, enterrées discrètement, emportent avec elles les secrets du corps. Et les os, à Saint-Denis, deviennent des reliques dynastiques. Chaque partie raconte une histoire différente, et ensemble, elles créent une narration contrôlée de la mort royale. Mais cette stratégie a une faiblesse que personne n'anticipe au XVIIIe siècle. En dispersant les sépultures royales, la monarchie multiplie aussi les points de vulnérabilité, parce que chaque tombe peut être profanée, chaque urne peut être volée, chaque cœur peut être détruit. Et c'est exactement ce qui va se passer pendant la Révolution française. 1793. La terreur. La monarchie a été abolie. Louis XVI a été guillotiné. Marie-Antoinette aussi. Les révolutionnaires veulent effacer toute trace de l'ancien régime. Et ils commencent par les tombes. Le 12 octobre 1793, un décret est voté. Il ordonne la destruction des tombeaux royaux de Saint-Denis. Les révolutionnaires veulent montrer que les rois n'étaient que des hommes, que leur prétendue grandeur n'était qu'une illusion. Et quelle meilleure manière de le faire qu'en ouvrant leur tombe. Les profanateurs arrivent à Saint-Denis. Ils entrent dans la basilique. Ils brisent les tombeaux. Ils ouvrent les cercueils. Et ce qu'ils découvrent confirme tout ce que la propagande révolutionnaire a toujours dit. Les corps des rois sont pourris.
décomposés. Certains ne sont que des squelettes, d'autres sont encore reconnaissables, mais dans un état de décomposition avancée. Le corps d'Henri IV, embaumé avec tant de soin en 1610, est encore relativement intact. Les révolutionnaires le sortent de son cercueil. Ils l'exposent. Certains s'en moquent, d'autres crachent dessus. Puis ils le jettent dans une fosse commune. Mais ce n'est pas tout. Les révolutionnaires s'attaquent aussi aux églises, où sont conservés les cœurs royaux. Ils entrent dans l'église Saint-Louis des Jésuites. Ils trouvent l'urne contenant le cœur de Louis XIV. Ils la saisissent. Et ce précieux organe, conservé pendant presque 80 ans, disparaît dans le chaos révolutionnaire. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Certains disent qu'il a été jeté, d'autres qu'il a été vendu comme curiosité, d'autres encore qu'il a été récupéré par un royaliste et caché quelque part. La même chose se produit pour le cœur de Louis XIII, pour celui d'Henri IV, pour tous les cœurs dispersés dans les églises de Paris. La stratégie monarchique de multiplication des sépultures se retourne contre elle. Au lieu de protéger la mémoire des rois, elle facilite leur profanation. Mais parmi toutes ces profanations, il y a une histoire qui dépasse toutes les autres. Une histoire si extraordinaire qu'elle paraît presque inventée. C'est l'histoire du cœur de Louis XVII, l'enfant du Temple, le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Louis XVII n'a jamais régné. Il est mort en prison à l'âge de 10 ans, en 1795, enfermé dans la tour du Temple à Paris, séparé de sa famille, traité avec une cruauté inimaginable par ses geôliers révolutionnaires. Quand il meurt, son corps est examiné par un médecin, Philippe Jean Pelletan, et ce médecin prend une décision qui va changer l'histoire. Il prélève le cœur de l'enfant. Pelletan est médecin, mais il est aussi royaliste en secret. Il sait que cet enfant est l'héritier légitime du trône de France, et même si la monarchie a été abolie, même si les Bourbons sont en exil, il veut préserver quelque chose, un morceau de l'enfant royal, une preuve de son existence. Alors il cache le cœur dans un mouchoir, il le sort du temple, il le ramène chez lui, et pendant des années, il le conserve dans un bocal d'alcool, en secret, sans en parler à personne. Imaginez la scène, un médecin révolutionnaire qui cache le cœur de l'enfant du roi guillotiné. C'est un acte de haute trahison. Si on le découvre, il sera exécuté. Mais Pelletan prend le risque, parce que pour lui, c'est plus qu'un organe. C'est un symbole. C'est la preuve que les rois de France ont existé, que leur lignée était réelle. Pendant des années, le cœur reste chez Pelletan. Puis, à sa mort, il le confie à un de ses élèves, qui lui-même le transmet à quelqu'un d'autre. Le cœur passe de main en main, traverse les décennies, change de propriétaire. Certains le gardent par piété royaliste, d'autres par simple curiosité historique. Au XIXe siècle, quand la monarchie est restaurée, des descendants des Bourbons cherchent à récupérer le cœur. Mais le problème, c'est qu'après tant d'années, après tant de transferts, personne ne peut prouver que c'est vraiment le cœur de Louis XVII. C'est peut-être un cœur d'enfant quelconque, peut-être même un faux. Le cœur finit par être déposé dans la basilique Saint-Denis. Mais le doute persiste. Est-ce vraiment lui? Est-ce vraiment le cœur du dernier dauphin de France? Il faut attendre l'année 2000 pour avoir une réponse. Des scientifiques demandent l'autorisation de prélever un échantillon du cœur. Ils vont utiliser une technique moderne, l'analyse ADN. Ils vont comparer l'ADN du cœur avec celui de Marie-Antoinette, prélevé sur une mèche de ses cheveux, conservé depuis sa mort. Les résultats tombent en 2000. L'ADN correspond. C'est bien le cœur de Louis XVII, l'enfant du Temple, le fils de Marie-Antoinette. Après plus de 200 ans d'errance, après avoir changé de main des dizaines de fois, le cœur est authentifié. En 2004, il est inhumé officiellement à Saint-Denis. Une cérémonie est organisée, des descendants des Bourbons sont présents, des historiens, des scientifiques,
et le cœur de l'enfant royal rejoint enfin la nécropole de ses ancêtres. Cette toile d'histoire révèle quelque chose d'extraordinaire. La pratique de séparer le cœur du corps, qui semblait si macabre, a finalement permis de préserver une preuve de l'existence de cet enfant, une preuve de son identité, parce que le reste de son corps a été jeté dans une fosse commune et n'a jamais été retrouvé. Mais le destin du cœur de Louis XVII n'est pas unique. D'autres cœurs royaux ont connu des odyssées tout aussi extraordinaires. Le cœur d'Henri IV, par exemple. Vous vous souvenez? Le bon roi Henri, assassiné en 1610, son cœur avait été placé au collège de la Flèche. Pendant presque 200 ans, il est resté là, objet de vénération, lieu de pèlerinage. Puis vient la Révolution. Les révolutionnaires arrivent à la Flèche, ils saisissent le cœur, ils veulent le détruire. Mais un homme intervient, Louis-Alexandre Vic d'Azir, un artiste peintre. Il achète le cœur aux révolutionnaires, il le sauve de la destruction. Mais ensuite, les choses deviennent étranges, très étranges. Le cœur change de propriétaire plusieurs fois. À un moment, il se retrouve dans une collection de curiosités, puis il est vendu à un noble, puis à un autre. Au début du XIXe siècle, on perd sa trace. Et puis, en 1863, quelque chose d'incroyable se produit. Un antiquaire affirme avoir le cœur d'Henri IV. Il le vend à Napoléon III. L'empereur veut redonner au cœur sa dignité. Il organise une cérémonie. Le cœur est placé dans une nouvelle châsse et il est déposé au Louvre. Mais là encore, le doute existe. Est-ce vraiment le cœur d'Henri IV ou est-ce un faux, un objet fabriqué pour tromper les collectionneurs? Il faut attendre 2010 pour avoir une réponse. Des scientifiques obtiennent l'autorisation d'analyser le cœur. Ils utilisent les techniques les plus modernes. Scanner, analyse chimique, étude des tissus et surtout analyse ADN. Ils comparent l'ADN du cœur avec celui d'Henri IV, prélevé sur une tête momifiée qu'on pense être la sienne. Les résultats sont concluants. C'est bien le cœur du roi. Après 400 ans, après avoir été volé, vendu, perdu, retrouvé, c'est lui. Ces histoires nous montrent quelque chose de fascinant. La séparation du corps royal, cette pratique qui paraissait si étrange, a finalement créé des objets qui traversent les siècles, des reliques qui deviennent des témoins de l'histoire, des preuves physiques que ces rois ont vraiment existé. Mais revenons à la Révolution, parce que les profanations de Saint-Denis ne se limitent pas au cœur. Les révolutionnaires s'attaquent à tout, aux tombeaux, aux cercueils, aux corps eux-mêmes. Pendant plusieurs semaines, Saint-Denis devient le théâtre d'une destruction systématique. Les profanateurs ouvrent les tombes, les unes après les autres. Ils sortent les corps, ils les examinent. Certains sont encore identifiables, d'autres ne sont que des squelettes. Le corps d'Henri IV, comme je l'ai dit, est encore relativement intact, mais celui de Louis XIV est complètement décomposé. Le roi Soleil, qui avait passé sa vie à construire son image de grandeur, n'est plus qu'un amas d'os dans un cercueil de plomb. Les révolutionnaires jettent tous ces restes dans des fosses communes creusées dans le cimetière de Saint-Denis. Rois, reines, princes, princesses, tous mélangés, tous égaux dans la mort. C'est le message que la Révolution veut envoyer. La grandeur royale n'était qu'une illusion. Dans la mort, un roi ne vaut pas plus qu'un mendiant. Mais il y a quelque chose d'ironique dans tout cela. En voulant détruire la mémoire des rois, les révolutionnaires créent finalement une nouvelle forme de mémoire, parce que ces profanations deviennent elles-mêmes des événements historiques, des récits qui se transmettent, des histoires qui marquent les esprits. Et quand la monarchie est restaurée en 1814, une des premières choses que fait Louis XVIII, c'est d'ordonner la récupération des restes royaux. Des équipes fouillent les fosses communes. Elles cherchent des os, des fragments de cercueils, des plaques nominatives, tout ce qui peut permettre d'identifier les dépouilles.
C'est un travail immense, compliqué, souvent impossible, parce que les corps ont été mélangés, parce que la décomposition a fait son œuvre, parce que certains restes ont complètement disparu, mais petit à petit, ils reconstituent des sépultures. Ils créent de nouveaux tombeaux à Saint-Denis. Ils replacent les restes royaux dans la nécropole. Mais cette fois, les corps ne sont pas séparés. Les cœurs ne sont pas dispersés. Parce que la plupart des cœurs ont été perdus pendant la Révolution. La tradition de la triple sépulture meurt avec la Révolution. Les derniers rois de France, au XIXe siècle, sont enterrés en entier. Leur corps n'est plus divisé. C'est la fin d'une pratique qui a duré plus de 500 ans. Mais pourquoi cette fin? Pourquoi la monarchie restaurée abandonne cette tradition qui était si importante pour leurs ancêtres? La réponse est simple. La Révolution a changé la perception du corps royal. Avant la Révolution, le roi était sacré. Son corps était différent. Il méritait un traitement spécial. Mais la Révolution a montré que le corps du roi pourrissait comme n'importe quel autre. Les profanations de Saint-Denis ont détruit l'illusion. Après 1814, les rois de France ne peuvent plus prétendre à la même sacralité. Ils sont des monarques constitutionnels. Leur pouvoir est limité par des chartes. Ils ne gouvernent plus par droit divin absolu, et leur corps n'est plus aussi sacré qu'avant. Alors la pratique de séparer le cœur disparaît. Elle devient un vestige du passé, une curiosité historique. Mais les cœurs qui ont survécu continuent leur voyage à travers le temps. Le cœur de Louis XVII dans son bocal, le cœur d'Henri IV dans ses chasses successives. Ils deviennent des objets de fascination, des reliques d'une époque révolue. Et au XXe siècle, quand la science moderne se développe, ces cœurs deviennent aussi des documents historiques d'un nouveau genre, parce qu'ils contiennent de l'information, de l'ADN, des traces chimiques, des indices sur la vie des rois. Les scientifiques qui étudient le cœur de Louis XIV, par exemple, découvrent des signes d'hypertrophie cardiaque. Le cœur du roi Soleil était anormalement gros, ce qui suggère qu'il souffrait de problèmes cardiaques chroniques, peut-être de l'hypertension, peut-être d'autres affections. Ces découvertes médicales nous donnent une nouvelle compréhension de la vie de Louis XIV. Elles révèlent les fardeaux physiques qu'il portait, les maladies qu'il cachait, les souffrances qu'il endurait en silence. Le cœur d'Henri IV révèle autre chose, des traces de momification exceptionnellement bien faites. Les embaumeurs de 1610 connaissaient des techniques sophistiquées. Ils ont utilisé des substances qui ont permis au cœur de se conserver pendant 400 ans. Chaque cœur raconte une histoire médicale, une histoire humaine, une histoire qui complète ce que les archives écrites nous disent, parce que les chroniques officielles mentent souvent. Elles cachent les faiblesses des rois. Elles embellissent leur image. Mais le corps ne ment pas. Les organes préservés révèlent la vérité biologique. Et cette vérité est souvent très différente de la propagande royale. Maintenant, prenons du recul. Regardons cette pratique avec les yeux du XXIe siècle, parce que ce que nous révèle cette tradition de séparer le corps royal va bien au-delà de l'histoire de France. Cela nous parle de quelque chose d'universel, de fondamental, de la condition humaine elle-même. Pensez-y, les rois de France étaient les hommes les plus puissants de leur époque. Ils commandaient des armées, ils décidaient de la paix et de la guerre. Ils avaient le pouvoir de vie et de mort sur leur sujet. Leurs mots devenaient loi. Leurs désirs devenaient réalité. Ils vivaient dans des palais somptueux. Ils étaient servis par des milliers de personnes. Ils incarnaient le pouvoir absolu. Et pourtant, face à la mort, ils étaient aussi vulnérables que le dernier des mendiants. Leur corps vieillissait. Ils tombaient malades. Ils pourrissaient. Aucun pouvoir, aussi absolu soit-il, ne pouvait empêcher cela. Cette vérité était insupportable pour les rois eux-mêmes, pour leur entourage,
pour tout le système monarchique. Parce que si le roi est mortel, s'il meurt comme tout le monde, alors qu'est-ce qui justifie son pouvoir? Pourquoi lui obéir? Pourquoi le craindre? Pourquoi le vénérer? C'est là que la séparation du corps prend tout son sens. Ce n'était pas qu'un rituel funéraire, c'était une stratégie philosophique, une manière de gérer l'angoisse de la mortalité. En divisant le corps du roi, en séparant son cœur de ses entrailles, la monarchie créait une illusion, l'illusion que le roi transcendait la mort ordinaire. Le cœur, conservé dans une église, devenait presque immortel. Les fidèles pouvaient le voir des décennies après la mort du roi, le toucher, prier devant lui. Pour eux, ce n'était pas un organe mort, c'était une relique vivante, un morceau du roi qui continuait d'exister. Les os, à Saint-Denis, représentaient la permanence de la dynastie. Génération après génération, les squelettes royaux s'accumulaient. Ils formaient une chaîne ininterrompue. Ils prouvaient que la lignée continuait, que le pouvoir royal était éternel. Et les entrailles, discrètement enterrées, emportaient avec elles ce qu'il y avait de plus humain, de plus bas, de plus mortel. Elles disparaissaient, elles étaient oubliées, comme si la monarchie voulait dire « cette partie du roi n'a jamais vraiment compté ». Cette fragmentation du corps était aussi une fragmentation de la mortalité elle-même. En divisant le roi en 3 parties, la monarchie divisait aussi la mort. Elle la diluait, elle la rendait moins absolue, moins définitive. Mais voici le paradoxe. Plus la monarchie essayait de transcender la mort, plus elle révélait son angoisse face à elle. Parce qu'un homme vraiment au-dessus de la mort n'aurait pas besoin de ces rituels compliqués. Il n'aurait pas besoin de séparer son cœur, de le placer dans une châsse, de le transformer en relique. Un roi vraiment divin serait enterré simplement, parce que sa divinité ne dépendrait pas de son corps. Elle existerait indépendamment de lui. Mais les rois de France n'étaient pas divins. Ils le savaient, et tout ce spectacle funéraire, toute cette séparation du corps, tous ces rituels, était une tentative désespérée de cacher cette vérité. Les philosophes des Lumières ont bien compris cela. Au XVIIIe siècle, quand ils critiquent la monarchie absolue, ils s'attaquent aussi à ces rituels. Voltaire se moque des cérémonies funéraires royales. Il les trouve ridicules, pompeuses, vides de sens. Pour lui, le corps est le corps. Qu'il soit royal ou paysan, il pourrit de la même manière. Et toutes les chasses en or du monde ne changeront rien à cette réalité fondamentale. Rousseau va encore plus loin. Il écrit que les rois ont peur de la mort parce qu'ils ont peur de l'égalité. Parce que dans la mort, tous les hommes sont égaux. Le roi perd son pouvoir, il perd son titre, il perd sa grandeur. Il redevient ce qu'il a toujours été. Un homme, un simple homme. Et c'est exactement ce que les révolutionnaires vont prouver quand ils profanent Saint-Denis. En ouvrant les tombes royales, en jetant les corps dans des fosses communes, ils démontrent la thèse de Rousseau. Les rois ne sont que des hommes. Leur prétendue supériorité n'était qu'une construction sociale, une illusion maintenue par le pouvoir et la propagande. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, nous pouvons voir cette pratique sous un angle différent, moins politique, plus humain, plus empathique. Parce que derrière ces rituels compliqués, derrière cette séparation du corps, il y a quelque chose de profondément touchant. Il y a la peur de mourir, la peur d'être oublié, la peur de disparaître complètement. Les rois de France voulaient laisser une trace. Ils voulaient que leur nom survive, que leur mémoire perdure, et en dispersant leur corps, ils multipliaient les chances que quelque chose d'eux reste, qu'un morceau d'eux continue d'exister. N'est-ce pas ce que nous voulons tous au fond? Laisser une trace, ne pas être complètement effacés par le temps. Les rois avaient juste plus de moyens que nous pour essayer d'y parvenir. Leur cœur dans des chasses, leur nom gravé dans la pierre, leur portrait accroché dans les palais,
leurs statues érigées sur les places. Tout cela était une tentative de vaincre l'oubli, de vaincre la mort elle-même. Et d'une certaine manière, cela a fonctionné. Nous parlons encore de Louis XIV aujourd'hui, plus de 300 ans après sa mort. Nous visitons Versailles, nous étudions son règne, nous discutons de ses décisions. Son nom a survécu, mais pas de la manière qu'il espérait peut-être, parce que nous ne le vénérons plus, nous ne prions plus devant son cœur, nous ne le considérons plus comme sacré, nous le voyons comme un homme avec ses qualités et ses défauts, ses réussites et ses échecs, ses grandeurs et ses misères. L'ironie, c'est que c'est précisément les autopsies, les rapports médicaux, les cœurs préservés qui nous permettent de voir cette humanité. Ces organes que la monarchie voulait transformer en reliques sacrées sont devenus des preuves de la mortalité royale. Les scientifiques modernes qui étudient ces cœurs ne cherchent pas des miracles. Ils cherchent des maladies, des indices sur le mode de vie des rois, des preuves de leur souffrance. Quand ils analysent le cœur de Louis XIV et qu'ils découvrent une hypertrophie cardiaque, ils ne voient pas un roi-dieu. Ils voient un homme qui a probablement souffert d'essoufflement, de fatigue chronique, de douleur à la poitrine. Un homme qui cachait ses faiblesses derrière le faste de Versailles. Quand ils étudient le cœur de Louis XVII et qu'ils confirment son identité par ADN, ils ne voient pas un prince mystique. Ils voient un enfant de 10 ans qui est mort, en prison, seul, malade, abandonné. Ces découvertes scientifiques humanisent les rois. Elles brisent définitivement l'illusion de leur supériorité. Mais en même temps, elles nous rapprochent d'eux et nous raccrochent d'eux, parce qu'elles nous montrent qu'ils étaient comme nous, qu'ils souffraient comme nous, qu'ils avaient peur comme nous. Et peut-être que c'est cela, la véritable leçon de cette tradition macabre. Non pas que les rois étaient différents, mais qu'ils ne l'étaient pas, qu'aucun pouvoir ne peut protéger de la mort, qu'aucune richesse ne peut acheter l'immortalité, que nous sommes tous, rois et mendiants, égaux devant la tombe. Cette vérité était insupportable pour la monarchie absolue, mais elle est libératrice pour nous, parce qu'elle nous rappelle que la grandeur humaine ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse. Elle réside dans ce que nous faisons de notre courte existence, dans la manière dont nous vivons, dans les traces que nous laissons dans le cœur des autres, pas dans des chasses en or. Les cœurs des rois qui ont survécu sont maintenant conservés dans des conditions strictes. Ils sont étudiés avec précaution, respectés, mais ils ne sont plus vénérés. Ils sont devenus des objets de science, des témoins du passé, des ponts entre notre époque et la leur. Et chaque fois qu'un scientifique ouvre une de ces urnes anciennes, chaque fois qu'il analyse un fragment de tissu royal, il découvre une nouvelle facette de l'histoire humaine. Pas seulement de l'histoire avec un grand H, mais de l'histoire de nos corps, de nos maladies, de nos luttes contre la mortalité. Parce qu'au final, c'est cela que ces cœurs préservés nous racontent. Non pas l'histoire de la grandeur royale, mais l'histoire de la vulnérabilité humaine, l'histoire de notre tentative, souvent désespérée, parfois touchante, toujours vaine, de vaincre la mort. Les rois de France ont échoué, comme nous échouerons tous, mais leur échec nous enseigne quelque chose de précieux. Il nous enseigne l'humilité, il nous enseigne que la mort est l'égalisatrice ultime. Elle ne fait pas de différence entre un roi et un paysan, entre un empereur et un esclave. Et peut-être que c'est pour cela que cette tradition nous fascine encore aujourd'hui. Pas parce qu'elle était grandiose, mais parce qu'elle était humaine, trop humaine. Revenons une dernière fois à Versailles. 1er septembre 1715. 3 heures du matin. Le chirurgien maréchal referme le corps de Louis XIV. Le travail est terminé. Le cœur repose dans son urne d'argent. Les entrailles dans la leur. Le corps du roi Soleil est prêt pour son dernier voyage. 3 destinations, 3 sépultures, une seule mort. Maréchal ne le sait pas encore,
Mais ce qu'il vient de faire sera l'une des dernières fois dans l'histoire de France. La tradition de séparer le corps royal est en train de vivre ces dernières décennies. Dans moins d'un siècle, la Révolution balayera tout. Les cœurs seront perdus, les tombes profanées. Et cette pratique, qui a duré 500 ans, disparaîtra pour toujours. Mais en ce moment précis, dans cette chambre à Versailles, personne ne pense à cela. Les médecins nettoient leurs instruments. Les courtisans attendent derrière les portes. Et le corps du plus grand roi de France attend son dernier spectacle. Aujourd'hui, plus de 300 ans plus tard, vous pouvez visiter la basilique Saint-Denis. Vous pouvez marcher dans cette nécropole royale où reposent les rois de France. Les tombeaux ont été reconstruits après la Révolution. Les gisants sculptés sont là, magnifiques, imposants, silencieux. Mais ce que vous voyez n'est qu'une reconstruction, une mise en scène historique, parce que les corps qui reposent sous ces tombeaux ne sont pas intacts. Ils ont été profanés, jetés dans des fosses communes, puis récupérés des décennies plus tard, parfois mélangés, parfois incomplets. Et les cœurs, ces organes si précieux pour lesquels on construisait des chasses en or, la plupart ont disparu, perdus dans le chaos révolutionnaire, vendus, détruits, oubliés. Seuls quelques-uns ont survécu. Le cœur de Louis XVII, après 200 ans d'errance. Le cœur d'Henri IV, authentifié en 2010. Quelques autres, peut-être, conservés dans des collections privées ou des archives oubliées. Ces survivants sont précieux, pas parce qu'ils sont sacrés, mais parce qu'ils sont des témoins, des preuves physiques d'une époque révolue, des documents biologiques qui complètent ce que les livres d'histoire nous racontent. Quand un scientifique analyse le cœur d'un roi aujourd'hui, il ne cherche pas à vénérer, il cherche à comprendre, à découvrir comment vivaient ces hommes, quelles maladies ils avaient, quel était leur régime alimentaire, quel stress subissait leur corps. Et ce qu'ils découvrent est souvent troublant. Les rois de France, malgré leur richesse et leur pouvoir, n'étaient moins pas en meilleure santé que leurs sujets, parfois même pire, parce qu'ils mangeaient de trop. Ils buvaient trop. Ils vivaient dans des palais mal chauffés et mal ventilés. Ils subissaient une pression psychologique constante. Louis XIV avait des problèmes cardiaques. Louis XIII était rongé par les maladies. Henri IV portait les cicatrices de dizaines de batailles. Leur corps racontait des histoires de souffrance que leur pouvoir ne pouvait pas effacer. Cette vérité nous ramène à la question centrale. Pourquoi séparer le corps du roi? Pourquoi ce rituel si complexe? Pourquoi cette obsession? Et maintenant, après avoir exploré toutes les dimensions de cette pratique, nous pouvons répondre. Ce n'était pas une seule raison, c'était plusieurs, entrelacées, contradictoires parfois. D'abord, il y avait la raison pratique. Transporter un corps intact sur de longues distances était impossible. Alors, on le divisait, on séparait ce qui pouvait être conservé de ce qui devait être enterré rapidement. Ensuite, il y avait la raison religieuse. Le cœur était considéré comme le siège de l'âme. Lui donner une sépulture spéciale était un acte de piété, un don à Dieu. Puis, il y avait la raison politique. En dispersant son corps, le roi multipliait les lieux de mémoire. Il étendait, symboliquement, sa présence à travers le royaume. Chaque sépulture devenait un centre de pouvoir. Et enfin, il y avait la raison philosophique, la plus profonde, la plus troublante. La séparation du corps incarnait la théorie des deux corps du roi, le corps naturel, mortel, et le corps politique, immortel. En divisant physiquement le roi, on affirmait qu'il transcendait l'humanité ordinaire. Mais toutes ces raisons cachaient une vérité plus simple, plus humaine. Les rois avaient peur, peur de mourir, peur d'être oubliés, peur de disparaître complètement. Et cette peur, nous la partageons tous, rois ou mendiants, empereurs ou esclaves. Nous voulons tous laisser une trace. Nous voulons tous que notre vie est comptée, que notre passage sur terre ne soit pas complètement effacé. Les rois de France avaient juste plus de moyens que nous
pour essayer de préserver leur mémoire, leur cœur en or, leur tombeau de marbre, leur nom gravé dans la pierre. Mais au final, cela n'a pas changé grand-chose, parce que ce qui survit vraiment d'un homme, ce ne sont pas ses organes préservés, ce ne sont pas ses monuments. C'est ce qu'il a fait, comment il a vécu, l'impact qu'il a eu sur les autres. Louis XIV est célèbre aujourd'hui, pas parce que son cœur a été conservé dans une châsse, mais parce qu'il a bâti Versailles, parce qu'il a façonné la France moderne, parce qu'il a marqué son époque. Henri IV est aimé aujourd'hui, pas parce que son cœur a survécu 400 ans, mais parce qu'il a ramené la paix après les guerres de religion, parce qu'il est resté dans la mémoire collective, comme le bon roi Henri. Et Louis XVII, l'enfant du Temple, nous émeut aujourd'hui, pas parce que son cœur a été authentifié par ADN, mais parce que son histoire est tragique, parce qu'il représente l'innocence broyée par l'histoire. Les cœurs ne sont que des symboles, des reliques d'une époque où on croyait qu'on pouvait vaincre la mort par des rituels, mais ils nous enseignent quelque chose d'important. Ils nous enseignent que la grandeur humaine ne réside pas dans le pouvoir, elle réside dans la manière dont nous affrontons notre propre mortalité. Les rois de France ont essayé de transcender la mort en fragmentant leur corps, mais ils ont échoué, parce que la mort ne se laisse pas fragmenter, elle reste totale, absolue, définitive. Ce qui survit vraiment, c'est la mémoire, les histoires qu'on raconte, les leçons qu'on transmet. Et parfois, ironiquement, ce sont les échecs qui enseignent le plus. L'échec de la monarchie à vaincre la mort nous enseigne l'humilité. Il nous rappelle que nous sommes tous mortels, que le pouvoir est éphémère, que la richesse ne peut pas acheter l'immortalité. Mais il nous enseigne aussi quelque chose de plus doux, de plus réconfortant, que dans cette mortalité partagée, nous sommes tous égaux, que nous sommes tous humains, que nous luttons tous contre les mêmes peurs fondamentales. Le roi qui dort dans son palais et le paysan qui dort dans sa chaumière font les mêmes cauchemars. Ils ont les mêmes espoirs, les mêmes angoisses. La couronne ne protège pas de la peur de mourir. Aujourd'hui, quand vous visitez Saint-Denis, quand vous regardez ces tombeaux reconstruits, souvenez-vous de cela. Sous le marbre et l'or reposent des hommes qui ont aimé et souffert, qui ont rêvé et échoué, qui ont gouverné des royaumes, mais qui ne pouvaient pas gouverner leur propre mortalité. Leurs cœurs ont été arrachés de leur poitrine, placés dans des urnes, dispersés à travers le royaume. Mais ce geste désespéré n'a rien changé à la réalité fondamentale. Ils sont morts, comme nous mourrons tous. Et peut-être que c'est cela, le véritable héritage de cette tradition macabre. Non pas qu'elle ait réussi, mais qu'elle ait échoué, qu'elle ait prouvé, encore et encore, que la mort est plus forte que le pouvoir, que l'égalité ultime nous attend tous. Les révolutionnaires de 1793 pensaient détruire la mémoire des rois en profanant leur tombe. Mais ils ont finalement accompli quelque chose de différent. Ils ont révélé leur humanité. Ils ont montré que sous les couronnes et les robes royales se cachaient des corps ordinaires, mortels, vulnérables. Et dans cette révélation, il y a une forme de beauté, une forme de vérité, parce qu'elle nous rappelle que la dignité humaine ne vient pas du pouvoir. Elle vient de notre capacité à affronter notre condition avec courage, à vivre pleinement malgré la certitude de la mort, à créer du sens dans un univers qui n'en a pas. Les rois de France ont essayé de créer ce sens à travers des rituels compliqués, à travers des cœurs en or et des tombeaux de marbre. Nous le créons différemment, à travers l'amour, à travers l'art, à travers les liens que nous tissons avec les autres. Mais le besoin est le même, le désir de laisser une trace, de ne pas être complètement effacé, de continuer d'exister d'une manière ou d'une autre, après que notre cœur a cessé de battre. En divisant le corps du roi,
La monarchie croyait multiplier sa présence, éterniser son souvenir, transcender la mort elle-même. Mais ce rituel révélait une vérité plus profonde. Aucun pouvoir, aussi absolu soit-il, ne peut échapper à la vulnérabilité ultime de la condition humaine. Les rois de France étaient des dieux vivants, mais dans la mort, ils redevenaient ce qu'ils avaient toujours été, des hommes. Et comme tous les hommes, ils cherchaient désespérément à laisser une trace, à ne pas être oubliés. Leur cœur, conservé dans une église, était moins une relique qu'un cri silencieux à travers les siècles. Je fus, ne m'oubliez pas, et nous ne les avons pas oubliés, mais pas pour les raisons qu'ils espéraient. Nous ne les vénérons plus, nous ne prions plus devant leur cœur, nous les étudions, nous les comprenons, nous voyons en eux notre propre humanité. L'histoire de France est écrite dans la pierre de Versailles et dans les archives nationales, mais elle est aussi gravée dans ses organes préservés, dans ses cœurs arrachés à des poitrines royales, dans ces sépultures multiples qui témoignent d'une vérité simple et universelle. Nous sommes tous mortels, même les rois, et dans cette mortalité partagée réside notre dignité commune, notre humanité commune, notre fragilité commune. Les cœurs des rois ne battent plus, mais leurs leçons résonnent encore. Elles nous rappellent de vivre pleinement, de créer du sens, de laisser une trace non pas dans l'or et le marbre, mais dans les cœurs vivants de ceux qui nous survivront. Parce qu'au final, c'est la seule immortalité qui existe vraiment, celle de la mémoire, celle de l'amour, celle des histoires qu'on continue de raconter. Et tant qu'on racontera l'histoire de ces cœurs royaux, tant qu'on s'interrogera sur leur destin, tant qu'on réfléchira à ce qu'ils révèlent sur notre condition humaine, ils continueront de battre, d'une manière ou d'une autre, non pas comme des organes, mais comme des symboles de notre quête éternelle, de notre lutte contre l'oubli, de notre refus d'accepter que la mort soit vraiment la fin. Les rois de France ont perdu cette lutte, comme nous la perdrons tous, mais dans leur défaite réside une victoire d'un autre ordre, la victoire de la vérité sur l'illusion, de l'humanité sur le pouvoir, de la dignité sur la grandeur. Leur cœur, dispersés, puis perdus, puis retrouvés, nous rappellent que nous sommes tous embarqués dans le même voyage. Un voyage qui se termine inévitablement dans la tombe, mais un voyage qui vaut la peine d'être vécu pleinement, intensément, dignement, parce que nous sommes mortels, tous, même les rois. Et c'est précisément cette mortalité qui rend chaque instant précieux.